de ce qui se passe du point de vue français, de résistance en Afrique à ces phénomènes et à ce système. Oui, oui, oui. Alors, je rebondirais peut-être sur l'introduction de Thomas Deltombe, hein, par rapport à l'histoire d'amour, puisqu'en fait, on est dans une histoire de viol. Et c'est parce qu'il y a viol qu'il y a résistance. Et plus vous, comment dire, plus vous résistez, plus vous souffrez, plus vous aimez. C'est un peu de cette manière-là que la France voit sa relation avec l'Afrique. On l'indique dans le premier chapitre, on parle justement de l'origine de l'idéologie coloniale et du fait que la France fait l'amour avec l'Afrique sur un lit de cadavres. Et les résistances, en fait, sont là pour bien montrer qu'on est dans une relation non consentie, une relation de violence, une relation de rapport de force, de domination, qui a le paradoxe, effectivement, de produire des résistances, qui a le paradoxe de produire des créativités, qui a aussi comment dire, le paradoxe comment dire, de créer justement un fil rouge des résistances qui constituent des alternatives. Dans le cas de ce travail sur la France-Afrique, l'une des alternatives, c'est le panafricanisme, qui est déjà né d'une histoire de domination, d'une histoire de violence liée à l'esclavage. Et ce qui nous intéressait également donc, dans cet ouvrage, c'était vraiment de garder un fil sur les résistances, de montrer que la situation coloniale est une situation de violence, d'extermination, d'écrasement de la volonté africaine, et que cette forme de domination venue de l'extérieur est également venue dans des sociétés africaines qui ont leurs propres contradictions, qui ont leurs propres violences internes. Et le dogme du néocolonialisme ou de l'impérialisme, qui est de diviser pour mieux régner, va justement s'appuyer sur les violences internes aux sociétés africaines. On va régner par la force et ou par le nombre, alors soit en utilisant la minorité, qui peut être la minorité de colons qui domine, qui peut être aussi la minorité ethnique construite pour dominer une majorité, et qui va ensuite se renverser dans le sens inverse au moment des démocraties, en créant notamment le tribalisme. C'est une violence ethnique, c'est une violence qui se fait toujours contre le pouvoir du peuple, et c'est une violence qui permet de rappeler que la France-Afrique enfin que le colonialisme est un coup d'État. Je pense que c'est très important, à l'heure où on parle beaucoup de coups d'État, de rappeler que la colonisation est un coup d'État vis-à-vis de pouvoirs africains qui existaient, qui ont perdu leur souveraineté et qui vont chercher dans la lutte pour les indépendances des moyens de reconstruire leur unité, leur dignité également. Je pense qu'il y a un élément aussi très important dans cette notion de résistance. On le dit aussi dans le titre, et voilà, c'est vraiment l'empire qui ne veut pas mourir, et c'est l'idée que la France-Afrique aussi résiste. Elle peut mourir effectivement, mais elle ne veut pas, elle résiste. Et donc la résistance est de deux côtés. Et donc cette résistance-là ne peut que conduire à du conflit, à de la répression. Donc ce sera Tiaroy, ce sera Madagascar, ce sera Sétif, ce sera le Cameroun, la Côte d'Ivoire, un ensemble de guerres et d'interventions françaises sur plus de 60 ans. Je pense qu'il y a aussi dans cette référence aux résistances, qui est un peu le fil rouge dans l'ouvrage, donc à chaque partie, il y a un chapitre qui traite des résistances, c'est la question de l'adaptabilité, de la flexibilité du système colonial. La manière dont il se rit parfois des résistances, la manière dont il les récupère parfois, la manière dont il va isoler des individus, notamment des élites, pour les retourner contre leur propre peuple. Donc il y a l'épisode de la répression du RDA et le renversement ensuite, le retournement de Félix Houphouët-Boigny par exemple. Le film de René Vauthier également, qui raconte un peu cette violence qui va nourrir ensuite des résistances, lesquelles vont avoir plusieurs angles d'approche. Donc il y a la résistance contre le colon, qui est aujourd'hui l'ancien colon, et qui pose la question de la manière dont aujourd'hui, ici en France, qui est pour nous la diaspora, on résiste
face à la politique française, la politique de Macron, qui est, dans son rapport au peuple français, juste un aperçu de la manière dont les populations africaines sont traitées. Donc la résistance contre le colon ou l'ancien colon. Puis il y a la résistance contre l'Africain colonisé qui doit, dans certains cas, sa position justement à ses liens avec ce qu'on on explique dans la première partie, c'est-à-dire la fabrique des élites coloniales. Ou alors dans la seconde partie, nos amis les dictateurs, donc la manière dont on a construit également un Africain colonisé qui fait que nous luttons ici contre une politique française vis-à-vis de l'Afrique qui est fondamentalement coloniale, et en même temps d'autres luttes là-bas, sur place, contre des régimes qui sont installés et protégés par ceux qui sont votés et mis au pouvoir ici. Et je pense que c'est un peu dans cet écart-là qu'il faut voir la notion de résistance. Ce sont des résistances continues, parce qu'il y a une continuité territoriale de la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Les décisions qui sont prises ici, dont on a l'impression qu'elles n'engagent pas l'Afrique, engagent l'Afrique. On a de plus en plus de déplacements du ministre de l'Intérieur français en Afrique, parce que la police est également présente en Afrique. Il y a des missions de police en Afrique. Et on a le cas aussi de Mayotte. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui montrent que les résistances doivent avoir lieu à tous les niveaux. Et puis le troisième niveau, après donc le colon et l'Africain colonisé, ben, c'est le système, principalement le capitalisme et le racisme. Après, ce sont des résistances qui peuvent être thématisées sous plusieurs aspects. Il y a la question des résistances culturelles, qui peut amener justement les Africains à se tourner vers des formes de référence et de valeurs précoloniales ou antécoloniales, lesquelles vont être grossies comme étant justement un rejet de l'Occident, des valeurs anti-occidentales, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir comment la volonté de revenir à des formes de traditions qui souvent sont des traditions inventées, comme Eric Hobsbawm et Terence Rangers le disent, amène à contester l'ordre néocolonial, et comment également, dans le même temps, effectivement, il y a un renversement de l'assimilation qui amène des colonisés à utiliser les outils de la colonisation dans leur combat. Alors ça peut donner des figures très différentes, ça peut donner effectivement un Léopold Sédar Senghor, comme ça peut donner un Cheikh Anta Diop ou un Frantz Fanon. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que cela montre que la France ne comprend pas, ou ne comprend plus, ou n'a peut-être jamais compris les cultures africaines, dans son incapacité à lire la dimension, la sociologie des résistances culturelles africaines. Il y a, je pense, aujourd'hui un tournant, une rupture dans l'incapacité de la France à comprendre les jeunesses africaines, à comprendre les sociologies africaines. Et ça, c'est en partie lié au fait que beaucoup de choses aujourd'hui se passent sur les réseaux sociaux. Et la France, qui est un pays qui ne se prend pas pour rien, qui est très sûre d'elle-même, très arrogante, elle ne comprend pas l'ironie, le sarcasme, la créativité, l'ingéniosité des jeunesses africaines qui la font un peu tourner en rond. Et c'est ce qui explique aussi parfois les hors-sujets, les absurdités ou les énormités que l'on entend de la part de la diplomatie française. Il y a un deuxième niveau qui est une approche plus systématisée des résistances culturelles. Ce sont des résistances intellectuelles, dont l'un des pionniers est le réseau justement de présence africaine, donc la maison d'édition et la librairie, qui est ici à Paris. Voilà, c'est la plus ancienne institution africaine existante en France, et elle s'inscrit justement dans le début des luttes anticoloniales, à une époque où il fallait créer justement une revue, une ligne éditoriale qui soit contestataire de l'ordre colonial. Et pour éviter de subir le sort des revues qui étaient censurées dans les années 20-30, Le Cri des Nègres, La Voix des Nègres, etc., Alioune Diop et Christine Yandé Diop se sont appuyés sur des intellectuels français bon teint, bon oeil, les Sartre, les Monod, etc., qu'ils ont mis un peu dans leur cahier, dans leur comité éditorial, pour traverser la censure. Et ça pose aussi une autre question dans le champ des résistances, qui est: qu'en est-il des résistances des intellectuels français vis-à-vis de ce système-là? Dans quelle mesure sont-ils complices de ce système-là? Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut pointer, puisque du côté des intellectuels africains, il y a eu des résistances et des positionnements très clairs vis-à-vis du néocolonialisme et de la France-Afrique, qui ont coûté des carrières à beaucoup de grands intellectuels, qui étaient engagés notamment dans la FEANF et qui ont été clochardisés. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion sur aujourd'hui, qu'en est-il justement de
de l'absence d'intellectuels français, Bontin-Bonneuil, qui prennent des vraies positions sur la question de la France-Afrique. Et je pense que notre travail, justement, en mêlant des intellectuels, des universitaires, des militants, des journalistes français et africains, ben, rentre un peu dans l'appel à relancer ce type de solidarité culturelle et intellectuelle, dont Mongo Betty, dont nous parlons dans l'un des chapitres, est justement l'un des modèles et l'une des références. Donc la question vraiment des résistances intellectuelles, rappeler que les intellectuels ont été des pionniers de la résistance, ça me semble très important, à une époque où il y a tout un anti-intellectualisme qui se développe au niveau des jeunesses contestataires de l'ordre néocolonial. Ensuite, les résistances économiques. Je pense que là, ça rebondit un peu sur les propos de Catherine Kokrividrovitch. Une grande partie des résistances nationalistes sont nées aussi à partir des grèves, des boycotts, des mouvements syndicaux, de tout ce qui relève entre guillemets de la gauche, du marxisme. Et là aussi, ça pose la question évidemment du positionnement de la gauche française vis-à-vis notamment de ces questions-là et de ce qui peut rester également d'une gauche africaine anticapitaliste, anti-impérialiste, dans une période où les ajustements structurels et le néolibéralisme sont très présents et sont même présents à l'intérieur du panafricanisme. Donc la bataille contre le franc CFA, qui peut être un des éléments, la question des multinationales, la dette, les réparations, l'aide publique au développement. Je pense que Thomas Borrell poursuivra peut-être sur certains de ces éléments-là. Dans les résistances politiques, alors le réveil politique des Africains, il ne date pas d'aujourd'hui, il date des années 20. Ce sont dans les années 20 qu'on voit vraiment apparaître toute une politisation des Africains, c'est-à-dire à peu près une génération après le début officiel de la colonisation, il y a déjà des résistances politiques. On veut créer des mouvements, des clubs, des amicales, mais il y a interdiction dans les colonies de faire de la politique, parce que le système colonial est un système fondamentalement antidémocratique. Et les circonstances dans lesquelles les colonies ont accédé à l'indépendance, donc on en parle également, le verrouillage des indépendances, fait qu'il n'y a pas eu du tout démocratisation au moment des indépendances. Et que dans certains cas, les vies politiques africaines, les résistances politiques africaines, se jouent en dehors de ce jeu électoral. Et là aussi, ça doit nous amener à repenser, puisque quand on parle de résistance, il faut parler d'alternatives, à des alternatives qui soient autres qu'avoir le choix entre des élections truquées et des coups d'État militaires. Il y a d'autres voies qui sont possibles, il suffit juste d'avoir peut-être un peu plus d'intelligence politique pour les regarder. Pareil sur les résistances populaires. Alors, la couverture du livre, c'est un meeting, je crois, du général de Gaulle à Abidjan. Donc, on voit le peuple qui est présent, qui regarde. On a l'impression qu'on regarde ça de manière dubitative. Mais il faut savoir que les populations, les peuples ont été mobilisés dans les luttes pour les indépendances. On a des archives, des éléments qui le montrent. Ils ont été ensuite dépolitisés de telle sorte qu'on a construit des régimes africains qui sont en déconnexion avec leur propre population et se posent réellement la question des résistances populaires au niveau des États africains et de la manière dont, très clairement, les jeux électoraux, les jeux politiciens ne reflètent pas les aspirations populaires. Et là aussi, je pense que c'est un point qui est très intéressant aussi à mettre comment dire, en relief avec l'actualité et avec la modernité de la période dans laquelle on se trouve, puisque l'un des changements par rapport, par exemple, à la période où François-Xavier Verschave avait écrit donc, La France-Afrique, le plus long scandale de la République, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on est rentré dans une autre forme de résistance qui est la résistance numérique, qui se coordonne aux résistances populaires. C'est-à-dire que c'est très important de savoir que dans les années 80-90, on avait des mobilisations de rue où il y avait beaucoup de monde, plus de gens qu'il n'y en a peut-être sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en termes de résistance numérique, on a atteint effectivement une autre dimension, on a atteint une autre visibilité, et on donne parfois de la visibilité à des choses qui en soi n'en ont pas forcément ou n'en valent pas forcément non plus la peine. Donc là aussi, la question des résistances numériques, la bataille des réseaux sociaux, je pense que c'est également un élément qui est évoqué notamment dans les dernières parties de l'ouvrage. Enfin, la question des résistances militaires. Là aussi, je pense que c'est un point important à soulever, c'est-à-dire que le système de la France-Afrique est un système de violence, de domination et en même temps comment dire, d'insinuation. Voilà, on insinue la violence, on insinue la force dans l'idée de dissuader, dans l'idée de produire de l'apathie et de la résignation. Et ce système qui a produit énormément de martyrs, énormément de victimes,
aujourd'hui ne semble plus dans la même capacité de produire autant d'apathie et de résignation au niveau des jeunesses. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui explique aussi en quoi les basculements ou les modifications, les évolutions que l'on voit avec le retour des coups d'État est quelque chose d'assez intéressant à observer dans la manière dont ce système-là s'appuie comment on dit, ou se dissocie de la force pour se légitimer ou pour se relégitimer. Donc, il y a pas mal de points que j'ai évoqués de manière, on va dire, un peu transversale. Après, il y a évidemment des cas concrets. Dans le cadre des résistances, il y a une période qui correspond à ce qu'on peut appeler les dégagismes et les résistances populaires. Donc, on peut les situer sur la période la plus récente de la guerre de Côte d'Ivoire, la guerre française en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo, qui est un moment justement très important en termes de remobilisation, parce que ça a amené des Africains ici à Paris, à Bruxelles, à Londres, à faire des marches à La Haye. Donc ça a recréé parfois des formes de résistance panafricaine ici en diaspora, qui ont fait en sorte que ce combat-là a été mené d'une certaine manière. La guerre de Libye, qui a été vue vraiment comme une guerre contre tout le continent africain, alors qu'il y a l'idée que l'Afrique du Nord est dissociée de l'Afrique subsaharienne. Et donc là, on a bien vu justement les ramifications de cette guerre à l'échelle continentale. La période des dégagismes, qui commence très clairement avec la chute de Blaise Compaoré, donc une insurrection populaire, qui montre que les mouvements populaires peuvent renverser les piliers les plus enracinés de la France-Afrique. Et puis la période, je dirais, plus récente au niveau du Mali, au niveau du Burkina, au niveau de la Guinée, du Niger, dans laquelle je ne vais pas forcément rentrer ici dans le détail, mais qui montre qu'il y a effectivement des résistances qui parfois sont, comment dire, préemptées ou détournées par des militaires, c'est-à-dire des personnes qui ont les armes, mais qui n'empêchent pas les populations de continuer à résister, même s'il peut y avoir un soutien en premier lieu vis-à-vis des régimes militaires, mais qui continuent de résister aux symboles de la France-Afrique et du néocolonialisme. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion, toute une généalogie sur le concept de résistance, qui va aussi avec un autre travail qui me semble essentiel, qui est vraiment de décoloniser le terrorisme. Je pense que cette notion-là, telle qu'elle est apparue sur le continent africain, telle qu'elle a été développée, il faut la décoloniser de fond en comble pour reprendre un narratif qui soit davantage vu de la perspective africaine et panafricaine. Merci. Ce dernier point mérite peut-être éclaircissement parce que je dois avouer que je suis perplexe. Décoloniser le terrorisme. Oui, disons que par exemple Nelson Mandela a été considéré comme un terroriste jusqu'à très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se poser la question des intérêts, des intérêts derrière justement comment dire, des intérêts et des causes, quoi. Donc je prends juste le cas de Nelson Mandela, je pourrais prendre d'autres cas qui montrent que la notion de terrorisme est à repenser parfois dans le contexte colonial. Ce sont souvent les nationalistes ou les résistants contre l'ordre colonial qui ont souvent été présentés comme des terroristes dans l'histoire. Ça j'entends bien, mais par rapport à l'actualité d'aujourd'hui et de la dernière décennie, notamment dans le Sahel, est-ce que c'est une question... Je peux éventuellement abonder, oui, si vous permettez. Il y a un cas, typiquement, l'armée française au Mali avait distingué les groupes armés terroristes des groupes armés non terroristes. Les Maliens ne faisaient pas cette distinction. Ils avaient des groupes armés en face d'eux. Simplement, c'est que l'armée française